Le journal de la ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Le patriarche Antoine Gizenga, secrétaire général du parti lumumbista unifié Palou, est décédé le dimanche 24 février à Kinshasa à l'âge de 93 ans. Gizenga est né le 5 octobre 1925 à Mushiko, dans l'ex-province du Bandundu, un homme d'État congolais proche de Patrice Emery Lumumba, chef du Parti solidaire africain PCA. Antoine Gizenga a été vice-premier ministre en 1960 et 1961 premier ministre de la République démocratique du Congo. Un opposant de longue date, Alex Maréchal Mobutu Sese Seko, qui a vécu plus de 30 ans en exil. En 2006, il se présente à l'élection présidentielle congolaise dès juillet comme candidat du Palou. Ayant obtenu 13,6% de vote au premier tour, il est troisième de l'élection et devrait être l'arbitre du second tour entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Il est arrivé en tête de sa province natale, le Bandundu, le 13 septembre et il signe au Grand Hôtel de Kinshasa un accord de coalition qui vise à faire élire le président Joseph Kabila au second tour des élections présidentielles prévues pour le 29 octobre. L'accord prévoyait aussi l'attribution du poste du Premier ministre à un membre du parti lumumbista unifié d'Antoine Gizenga. À la victoire de Joseph Kabila au présidentiel, il est nommé comme informateur chargé de trouver au sein de l'Assemblée nationale une coalition majoritaire. Puis le 30 décembre 2006, il est nommé Premier ministre par le président Joseph Kabila. Il prend la tête du nouveau gouvernement du pays le 5 février 2007, comprenant 59 membres. Le 25 septembre 2008, Antoine Gizenga annonce sa démission du poste de Premier ministre et il est remplacé le 10 octobre 2008 par Adolphe Muzito, jusqu'alors ministre du Budget, qu'il est d'ailleurs son dauphin politiquement parlant au sein du Palou. Décédé depuis le 26 janvier 2019 en Afrique du Sud, où il était interné depuis septembre 2018, l'ancien léopard Ndaye Mulamba dit Mutumbula a été inhumé ce mardi 26 février 2019 à Kinshasa, à la nécropole entre terre et ciel. Il a été décoré chevalier de l'ordre des héros nationaux Lumumba Kabila au Palais du Peuple, où sa dépouille mortelle a été exposée pendant 2 jours. La suite d'obsèques se poursuivent de la manière que la dignité, l'honneur et le prestige que Ndaye a témoigné en faveur de la République soient de mise et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Cette gloire du foot congolais, née en 1948, reste dans les annales du ballon rond africain comme étant les meilleurs buteurs d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à présent, avec 9 buts marqués, un record jamais abattu. Le mouvement sportif congolais a rendu un hommage vibrant et mérité à Ndaye Mulamba, dont la maladie a terrassé depuis quelques années. Natif de Lubumbashi et ancien joueur de l'SV Club, Ndaye Mulamba quitte la terre de ses ancêtres, laissant derrière lui les souvenirs d'un sportif de haut talent, d'une personne toujours joviale, attaché à son pays malgré parfois l'indifférence qu'il a connue, au point que ses obsèques ont fait l'objet de quelques polémiques au sein du mouvement sportif congolais. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a organisé une journée d'hommage en mémoire du patriarche Yerodia Abdoulaye Ndombassi ce mercredi 27 février au siège de son parti. Plusieurs cadres et membres ont honoré la mémoire
de l'illustre disparu. À l'occasion, Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, a lancé cette journée d'hommage et a lu la biographie de Yorodia, qui fut un cadre au sein de ses partis. Ndombassi est mort le mardi 19 février 2019 à l'âge de 86 ans. Il était marié à Madame Gloria González, la fille d'un républicain espagnol. Le camarade Yorodia était l'un des plus grands philosophes et psychanalystes de notre pays. Henri Movasakani, cadre du PPRD, a donné quelques témoignages. La meilleure façon, me semble-t-il, d'actualiser Yorodia et de lui survivre, c'est-à-dire continuer son œuvre, et d'attacher son engagement à l'histoire de notre pays. Parce que Yorodia est un produit de l'histoire de notre pays, l'histoire politique s'entend. Yorodia aura été l'esprit du siècle. Parce qu'en lui sont enfuis énormément de souvenirs et de douleurs que la tumultueuse histoire politique de notre pays a pu produire. Le cadre et membres de ses partis n'étaient pas en reste. Tout avait une signification dans son corps. Sa façon de s'habiller, c'était de la rébellion, c'était la liberté. Et pour lui, d'ailleurs, c'était pas sa phrase, il disait c'est pas moi, c'est Rolomba. Il disait la liberté, c'est pas être libre. La liberté, c'est être libre et laisser l'autre. Quelqu'un qui était épris des valeurs républicaines, c'était un patriote, c'était un combattant de la liberté. La levée du corps de Yorodia Abdoulaye Ndombassi est prévue pour ce jeudi 28 février de la morgue de l'hôpital des Cinquantenaires pour être exposé au Palais du Peuple. Précision de taille. En marge de la formation prochaine du gouvernement de la République, l'Église du Christ au Congo souhaite que les futurs animateurs des institutions du pays soient sélectionnés en fonction de leur moralité, éthique et compétences. Au regard des attentes sociales énormes de la population et de l'engagement collectif de voir arriver véritablement un changement dans la gouvernance de l'État, l'Église du Christ au Congo recommande l'accélération de certains dossiers restés en souffrance en justice sur le détournement de deniers publics. Aux acteurs politiques de s'en tenir à la rigueur du critérium de moralité, éviter les personnes qui se sont rendues coupables de viols sur les mineurs, harcèlement sexuel, détournement des deniers publics, délit d'initié. Ainsi, d'équité et des compétences des candidats primaturables et ministrables dans le futur gouvernement devrait être une option à regarder avec beaucoup d'attention. Au cours de la conférence de presse tenue à l'instar de celle précédente, les pères de l'Église ont réaffirmé leur volonté à tenir dans le jour qui suit un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes de la société civile et des confessions religieuses œuvrant en République démocratique du Congo. L'Église du Christ au Congo informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, de son engagement à convier les confessions religieuses et les forces vives de la nation à une grande concertation de la société civile, car au-delà du rôle de l'Église comme institution ecclésiastique, l'Église met l'accent sur le rôle que la société civile devrait jouer. Bien avant cette adresse au Chevalier de la Plume, le président national de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur André Bokundoa, a reçu dans la matinée le candidat président de la plateforme Lamuka, Martin Fayulu, en vue d'échanger sur des pistes de solutions visant à décrisper la situation en cette période post-électorale. Ok, merci. Au sortir de son entretien avec le numéro 1 de l'Église du Christ au Congo, Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux à l'élection présidentielle de décembre 2018, s'est livré à la presse. On a échangé. Je leur ai proposé mon plan ou le plan Lamuka de sortie des crises et nous entendons. Donc j'attends. C'est quoi ce plan? Mais ce plan, donc vous le saurez. Donc le plan, j'ai proposé à beaucoup d'autres personnes et là j'ai proposé ce plan à Monseigneur Bokundoa, à l'Église du Christ au Congo et nous attendons que cela aboutisse
pour que nous puissions nous révéler ces plans. Le plan, c'est très clair. Nous voulons la vérité des urnes. La vérité des urnes en 2 volets. Le premier volet, c'est les recomptages de voix comme nous l'avons demandé, comme nous l'avons exigé. Rentrons aux élections. Allons-y, refaisons les élections, comme il est demandé par Juan Guaido au Venezuela. Dans 6 mois, dans 8 mois, refaisons les élections pour savoir qui réellement a gagné l'élection présidentielle, qui réellement a gagné l'élection législative provinciale ou législative nationale. Et vous le savez que tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui n'ont pas gagné. Il y a beaucoup de nommés. Sit-in et mouvement de revendication ce jeudi 28 février de médecins du secteur public non alignés à la prime de risque devant le bâtiment de l'immeuble intelligent à la Gombe. Les blouses blanches ont exprimé leur ras-de-bol vu qu'ils ont adressé depuis le 11 février leur mémorandum au président de la République, garant de la nation, et avaient même sollicité une audience, mais hélas, ces efforts étaient vains. Sur place, ils ont été reçus par les conseillers du ministre de la Santé publique qui, selon eux, étaient surpris. Ces derniers leur a proposé de revenir dans les 48 ou 24 heures avec leurs revendications de façon officielle. Au sortir, le coordonnateur du collectif de médecins non alignés à la prime de risque s'est dévoilé à la presse. Nous avions adressé un mémorandum à M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo-Antoine, le 11 février 2019. Et nous avons demandé l'audience. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas reçu un feedback, raison pour laquelle nous avons organisé cette action de masse en vue de lui rappeler, puisque nous sollicitons son implication personnelle dans notre dossier, en vue d'une solution rapide et efficace. Si nous ne trouvons pas gain de cause, nous allons toujours continuer avec ces genres d'actions de masse. Ces médecins espèrent l'implication du chef de l'État. Au cas contraire, ils continueront avec ces mouvements de masse. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté ce samedi 2 mars 2019 à Kinshasa, dans la matinée, son programme d'urgence pour ses 100 premiers jours à la tête de la nation. Cette cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de l'Échangeur dans la commune de Limete, devant plusieurs autorités et une foule immense venue pour la circonstance. Dans son allocution, le président de la République a révélé sa vision sur les prochaines actions à mener dans plusieurs secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Sur le plan humanitaire et sécuritaire, Félix Tshisekedi promet la mise en place d'un dispositif conséquent pour faire face aux groupes armés dans le Grand Nord. Au plan politique, le garant de la nation annonce dans les 10 jours des mesures de grâce présidentielle, dont la libération des prisonniers politiques et d'opinion, ainsi que le retour au pays de certains compatriotes contraints à l'exil dans le cadre de la décrispation. Concernant le prochain gouvernement, le chef de l'État affirme qu'un code de bonne conduite et de gouvernance devra être observé par tous les membres du gouvernement et que l'appareil judiciaire congolais sera administré par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables. Dans le secteur des infrastructures, plus de 5000 km de routes, la construction et l'élargissement de voiries urbaines, ainsi que les infrastructures fiables, demeurent la priorité de prochaines actions du président de la République. Du point de vue social, outre la lutte contre la corruption, Félix Antoine Tshisekedi révèle la construction et la réhabilitation de près de 150 écoles, dont l'école technique au Kanchachi. Immédiatement après l'adresse du chef de l'État, quelques responsables, principalement ceux des entreprises de voiries urbaines, ont pris parole pour faire le bilan et présenter leur programme pour le prochain jour. Le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, fonds additionnel PMU-FA, projet du gouvernement congolais géré par la Régie des eaux et financé par la Banque mondiale, s'exécute sur Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Kindu. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre la visite de la mission d'évaluation effectuée à Lubumbashi du 24 au 27 février de l'année en cours. Cette mission a été constituée des représentants de la Banque mondiale, de la Régie des eaux, du PMU, du ministère de l'Énergie et des Finances. Après un briefing de la délégation en présence du directeur provincial de la Régie des eaux
et du représentant du directeur général à la salle de réunion du parc hôtel où il était question de faire un état des lieux sur l'avancement du projet sur terrain. La délégation a visité la base vide de l'entreprise JPC qui exécute les projets à Lubumbashi. Cette entreprise a exposé sur l'état d'avancement des travaux. Après cette séance, s'en est suivi la visite sur terrain et tout a débuté sur le site Kimilolo 2 où les travaux de construction d'un hangar s'exécutent déjà avant la réhabilitation de la salle des machines. À Kimilolo 3, la délégation a aussi exploré la salle de machines ainsi que les autres réalisations de ces projets effectués dans le cadre de ce projet PMU 1. Après Kimilolo 3, la délégation s'est rendue sur le site Tabac Congo où sera érigé un deuxième réservoir de 50 mètres cubes qui recevra de l'eau de forage des Loano afin de booster la desserte en eau dans la ville de Lubumbashi. Enfin, à la Loano, la délégation a visité le forage exécuté sur les sites. Malheureusement, ici, ce terrain est occupé par des particuliers. Par rapport à cette situation, l'autorité urbaine a fini par résoudre ce problème. Toujours à Loano, certes, les travaux d'aménagement du site s'effectuent avant même la construction d'une citerne appelée à renforcer la desserte. Avant de boucler cette tournée, la délégation a été reçue par le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandekapopo. Les échanges ont tourné autour des réalisations du projet sur le besoin en eau à Lubumbashi ainsi que les possibilités qu'offre le projet PMU dans le cadre d'améliorer la desserte en eau potable avant la clôture du projet au 30 juin 2019. Le chef de mission de la Banque mondiale s'est exprimé quant à ces. Nous sommes dans le cadre d'une mission de supervision du projet PMU. Donc nous sommes venus restituer auprès de son Excellence le gouverneur le résultat de nos visites. Donc ce matin, nous avions fait une petite visite des travaux. Nous avons pu constater que les fournitures étaient là et nous avons par contre vraiment insisté auprès de nos partenaires, et notamment la Régie des eaux, de bien programmer les travaux pour les semaines à venir. Sinon, on risque d'avoir un dérapage par rapport au calendrier initial. Le projet à Lubumbashi se faisait en deux phases. La première phase, on a fait des investissements assez massifs de l'ordre de 35-40 millions de dollars. Et avec le temps, on constate que si effectivement nous n'avions pas financé ces investissements, notamment des grosses stations de pompage, l'eau serait quasiment absente à Lubumbashi et totalement déficitaire chez la population. Donc sur ce plan-là, on est satisfait, si vous voulez, de cette première phase. La deuxième phase, malheureusement, il y a eu un petit peu de retard sur les études, etc. Bon, néanmoins, on espère rattraper le temps perdu, j'allais dire. Tout le matériel est là. Maintenant, il faut développer des stratégies pour pouvoir mettre en place tous les travaux. Les besoins en eau potable à Lubumbashi sont énormes. Vous savez, Lubumbashi, c'est beaucoup étendu. Pour une ville qui était programmée recevoir 1 500 000 habitants, on en est aujourd'hui à 5 millions. 5 millions, il faut savoir leur donner de l'eau. Et quand on a connu une assez longue période où on n'a pas investi, on est toujours en train de courir contre quelque chose qu'on n'attrape pas. Mais au moins avec les partenaires, notamment la Banque mondiale, nous avons réussi à réaliser des grands travaux qui ont permis d'abord de faire survivre le système d'AIP. La Banque nous a apporté un grand secours par la production, par la distribution, le renforcement de la distribution. Aujourd'hui, nous en sommes dans un bon ordre de bataille et nous estimons que si cet appui continue, nous pourrons répondre du moins à une grande partie de la demande en eau potable de la ville de Lubumbashi. Il y a eu les clauses entre la Banque mondiale et notre gouvernement ainsi que la Régie des eaux. Moi je pense et j'ai demandé à M. Boulanger d'aller plaider pour nous, pour la province du Haut-Katanga. Nous, à notre tour, nous avions insisté à ce que nous puissions sécuriser les sites de la Régie des eaux. Parce qu'en fait, la population du Haut-Katanga est passée de 1 500 000 aujourd'hui à 500 millions au niveau de la ville de Lubumbashi. Ça fait que nous avons besoin de la desserte en eau potable, que la Régie des eaux se prenne en charge pour faire avancer les travaux conformément au contrat travail avec la Banque mondiale. Pour tout dire, le PMU est appelé à réaliser à terme 8200 branchements sociaux et réhabiliter la station de Kimilolo, à étendre le réseau primaire, secondaire et tertiaire, réaliser ou reporter 5000 branchements particuliers et bien d'autres réalisations.
fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.